l'élevage ne peut pas prospérer ou aller de l'avant sans l'agriculture. Parce qu'on va le voir, tous les produits qui sont utilisés par les animaux en production proviennent de l'agriculture. Donc autrement dit, les intrants sont fournis par l'agriculture. Donc c'est deux maillons, deux sous-secteurs qu'on ne peut pas séparer. C'est pas possible. Il est impossible de les séparer. Donc Kandé, je te laisse. Bon, c'est les étudiants vous avez vu, de l'université du Sine Saloum, mais ils sont à Kaolack. Donc ils sont en agriculture ABE, licence ABE, agriculture biologique et écologique. Voilà. Ils sont en L2, deuxième année. Biologique et écologique, voilà. D'accord, d'accord. Soyez les bienvenus à Touba. Hein. Voilà, voilà. Donc là, vous êtes dans une exploitation avicole. Donc c'est une exploitation qui produit des œufs de consommation. Hein. Donc pour les exploitations avicoles, on peut avoir des poulets de chair, des dindes, des colorés. Mais ici, nous produisons que des œufs de consommation, n'est-ce pas? Autrement dit, nous élevons des pondeuses, n'est-ce pas? Et pour ces pondeuses-là, le produit, c'est les œufs qu'on doit commercialiser dans la ville. Mais néanmoins, il y a des sous-produits. Donc, tout ce qui est déchets, on doit l'utiliser pour faire de l'agriculture, c'est-à-dire maraîchage et autres. Hein. Le site ne doit pas être une zone inondable, n'est-ce pas? Si vous avez toutes ces conditions réunies, vous allez orienter vos bâtiments selon la direction du vent, c'est-à-dire que vous allez orienter votre bâtiment perpendiculairement au vent dominant, n'est-ce pas? Ça ne doit pas être parallèle, mais ça doit être perpendiculaire au vent dominant. Et dans nos zones qui sont des zones tropicales, il faudra travailler sur des bâtiments ouverts. On peut travailler sur des bâtiments fermés, mais c'est des bâtiments où il y a une régulation de la température. Il y a des machines qui régulent tout ça. Mais ici, nous avons un bâtiment qui est ouvert, n'est-ce pas? Sur toute la longueur, hein? Oui. Vous avez vu, le mur là, le mur est ouvert sur toute la longueur, n'est-ce pas? Des deux côtés. Des deux côtés. Et là, est perpendiculaire au vent, dominant. Que les vents dominants doivent traverser le bâtiment. N'est-ce pas? Enlever la chaleur qui a la chaleur. N'est-ce pas? La largeur ne doit pas dépasser 10 mètres. Largeur du bâtiment. Largeur. Ça ne doit pas dépasser 10 mètres. Parce que si ça dépasse 10 mètres, il y aura un problème de renouvellement de l'air. N'est-ce pas? La longueur peut aller jusqu'à Kafrina, mais la largeur ne dépasse pas 10 mètres. N'est-ce pas? La densité, vous devez respecter ça. Pour ce qui s'agit des pondeuses adultes, si c'est une race qui est lourde, on peut avoir jusqu'à 6 poules par mètre carré. N'est-ce pas? Si c'est moyenne, 8. Si c'est léger, on peut avoir jusqu'à 10 en moyenne. N'est-ce pas? 10 poules par mètre carré. Oui, par mètre carré. Donc si c'est lourd, les poules qui sont lourdes là, c'est 6. Léger, c'est entre 8. Et si c'est. Non, moyenne c'est 8. Si c'est léger, on peut avoir jusqu'à 10 poules par mètre carré. Donc si vous devez faire une exploitation de 1000 pondeuses, vous allez calculer. On peut calculer la superficie qu'il vous faut. Donc si c'est des poules qui sont légers, on peut aller jusqu'à 8 ou 10. Si c'est lourd, on peut aller jusqu'à 6. Donc 6 poulets au mètre carré, vous allez calculer combien de mètres carrés il vous faut pour 1000. Et là, vous avez la largeur qui ne varie pas, c'est 10 mètres. Ça ne dépasse pas 10. Donc vous allez fixer 10 mètres de largeur, vous allez sortir la longueur du bâtiment. N'est-ce pas? En moyenne, parce que l'œuf de consommation, c'est comme la physiologie, c'est des ovules. N'est-ce pas? L'ovulation, c'est 24 heures, c'est la poule. Donc chaque 24 heures, la poule doit donner un œuf. N'est-ce pas? Chaque 24 heures. Mais il se trouve qu'il y a des conditions physiques ou bien environnementales qui vont induire des effets néfastes. De telle sorte que la poule va pondre, 48 heures, pour chaque 48 heures, un œuf. Au lieu de 24 heures. Au lieu de 24 heures.
n'est-ce pas? Mais si toutes les conditions sont réunies, c'est 24 heures, n'est-ce pas? Et là, on vous dira que pour ces poules-là, il y a ce qu'on appelle une courbe de ponte. Une courbe de ponte, ça va débuter 17 semaines. Les poules vont commencer à pondre à 17 semaines d'âge. Donc vous allez atteindre le pic de ponte autour de 29 semaines. Et ce pic de ponte va se maintenir en plateau. Et à un certain moment, ça va descendre, décliner. Jusqu'à le tarissement, quoi. Si je peux le dire, le tarissement, comme c'est la vache. Donc là, vous allez réformer. Mais chaque 24 heures, vous devez avoir un œuf pour chaque poule. bi ñu fi njëkk am fii lañ gas benn pax bu yaatu ku ko fekke woon da ngay naan da ngay bàyyi volaille di jàpp di sànni rek parce que salle bi liñ ko yan merci. Vous avez la densité quoi. bi ñu paree lañ ne comme affaire bi weccate ngi dugg neex na te lii du avantage ñu yokk bee def ndànk moo nekk si kanam bi quoi. Donc les densités, si vous les respectez pas, maanaam lu ñuy wax fii rek nekkul loo xamante ni si ne dañ koy wax dañ ko xam dañ ko dund 1500 lañ fa defoon te 1200 la waroon a jël dans la norme ñu gonflé 300 plaies li fi génn ëpp na 400 plaies jour bi ñu am mortalité parce que bu dee am mortalité day dindi waale lu waroon a bokk ci salle bi amul limite. Donc les densités, il faudra les respecter, hein? N'est-ce pas? Si vous devez mettre... baat bi ndax njàngu alxuraan bi waaw. Il ne faut pas dépasser. N'est-ce pas? Ama. waaw. Après, continue. waaw léegi biñ gisee loolu ñu yokk salle bi dugal di def 2400 jël norme yi. biñ demee ba gis na tamit aussi xaas bi mi ngi dugg si espace bi yaatu ñu gën a yaatal waaw ndax mais mënoo xëy rek investissement dafa metti salle bu nekk rek salle coûte 14 millions ci construction bi te investissement play yi ñëwagul jënd goo poussin alimenté goo et cetera léegi nag bi ñuy gën di avancé ñu gën lii man maay dem si marché bi Moustapha mooy la boss moom mooy toog si bureau yi sedd yi su ma demee ma xam ne liñ may laajee produit bi ak li may am man dafa tuuti loolu di ma metti quoi heure su ma ñëwee ma ne ko sëñ bi nañ yaatal lii gis naa ne bu ñu gënee yaatal danañ gën a lekk xaalis bu baax a baax loolu moo tax ñu def une 3e 4 ba 5 léegi nag li lay gën a permettre mooy bii dañ koy xëtale mu nekk benn nga xam ne da ngay am 5 poulaillers yi norme voilà léegi bii bu ñu ko xëtalee ñoom ñaar day def 2500 2400 environ ci 30 mètres sur 10 mètres. Alors, 300 mètres carrés. Une chose très importante. On est dans ce bâtiment-là, mais il fait plus frais qu'à l'extérieur. Je ne sais pas si vous sentez. Là, on sent plus la chaleur à l'extérieur qu'ici. Pourquoi? Parce que regardez comment les ouvertures, l'aération, le système, pour la toiture du bâtiment. On ne peut pas venir mettre comme ça, fermer hermétiquement. Non, c'est pas possible. Non, la pluie n'entre pas, regarde. Il y a une pente. Il y a une pente quoi. Ça va verser. Un dépassement. Mais regardez même les ouvertures qui sont laissées, vous avez vu, sur la toiture là, pour permettre l'aération. même réforme léegi ñaari poulailler yi dend nii. mën nañ joxeente maladie. léegi nag voilà au lieu que ngay def ñaari bande. da nga leen di séparer rek boole leen mu nekk benn nga def ko benn bande. sans que ngay am fii feebar muy wàll kii wala extra. Élevage en bande unique quoi. waaw léegi yii nii buñ gënee avancé si biir poulailler yi di ngeen gis njariñam quoi incha allah. Voilà le vide sanitaire comme nous mu def nii chaque fois que vous avez réformé foog nga nettoyer d'abord voilà génne fumier bi
désinfecter, gagner le matériel. Donc il faudra d'abord sortir le matériel, fumier, vendre ça aux agronomes, les gens qui font l'agriculture, n'est-ce pas? Enlever tout le matériel, après tu vas nettoyer. Nettoyer, le nettoyage, le différent de la désinfection, tu nettoies pour rendre un peu propre. Mais pour rendre stérile, on va stériliser, mais ici on va désinfecter. Si on nettoie, on désinfecte avec des produits désinfectants pour tuer les microbes. Maintenant après tu vas désinfecter le circuit d'eau, parce que c'est le réservoir principal, là où vous allez mettre le désinfectant, ça va circuler dans tous les circuits d'eau pour pouvoir désinfecter. Après vous allez observer le vide sanitaire qui sera de 15 jours, n'est-ce pas? 15 jours, vous allez fermer hermétiquement, n'est-ce pas? Donc on est en train d'asseoir une banque fourragère. Une banque fourragère, pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, si vous vous rappelez bien, le président était là, à Kayel plus précisément, pour le lancement des cultures fourragères. Et il a pris la balle au rebond. Après le passage, c'est le seul à le faire. Donc on est ensemble, on a un projet d'1 hectare. Mais là, on est sur un demi-hectare de panicum mélangé à de malarsalphate plutôt, mélangé à un peu de panicum. On reviendra dans les détails. Donc, une banque fourragère, c'est comme son nom l'indique. Il fait de l'élevage. On a des animaux, des races améliorées, notamment des Montbéliards, des Holstein et quelques métis, et également des races locales. Donc on est en train de mettre d'abord une banque fourragère pour être autosuffisant. Vous savez que le fourrage, les origines, c'est le pâturage naturel qui est là. Également, c'est les résidus de récolte qui proviennent de plusieurs cultures, les cultures céréalières, les fans de riz, même la paille d'arachide, c'est un résidu de récolte. Pourquoi? Parce que la culture principale, c'est les gousses. Mais on peut bel et bien faire des cultures fourragères avec l'arachide. Et dans ce cas-là, l'option, ça sera uniquement la fan et non les gousses. Donc on reviendra dans les détails comment conduire ça. Donc pour le projet, c'est une banque fourragère qui sera constituée par des graminées, des monocotylédones et des dicotylédones. Vous savez, dans l'alimentation du bétail, chaque groupe a son rôle. Joue pleinement son rôle. Donc, mais pour le moment, on est sur des monocotylédones, plus précisément le malarsalphate, le panicum purpurum, Penicetum purpurum, et la gamme également de panicum, on a le panicum qui est Mombasa, on a le Tanzania, C1, Tamini, il y a plusieurs panicums. Donc, mais c'est uniquement pour apporter des fibres dans le processus de rumination de ces animaux. Donc le premier élément, c'est utiliser des aliments qui ont des fibres et ensuite utiliser un autre aliment pour permettre aux animaux de bien ruminer. Bon, je sais pas, j'ai fait de la zootechnie, je suis un peu. Donc là également, si on a une extension on viendra au niveau du malarsalphate, les techniques de multiplication. On a un projet d'extension sur les légumineuses. Donc sur les légumineuses, nous aurons les moukna, qui est une légumineuse. Nous aurons la luzerne également, qui est une légumineuse. Ce qu'on veut, l'année prochaine, peut-être ça sera vos carrés. Quand ils viendront, ils verront une banque fourragère au vrai sens. Où vous aurez toute la gamme diverse. Voilà, on attend les autres. Moins de 2 bars de pression. Et avec la hauteur, on a moins de 2 barres de pression. Donc le problème est réglé. Donc on a fait une option qui peut être mixte et on a mis le système goutte à goutte. Le système goutte à goutte ici,
c'est quoi? C'est ici ce qu'on appelle tête de contrôle, la tête de contrôle. Oui. Tout est contrôlé à partir de là. C'est quoi? Avec le tuyau principal. Ok? On a un réseau enterré qui est en PVC et un réseau superficiel qui est en polyéthylène. C'est pas la même chose. Les PVC qui sont enterrés, ça se colle. Ou avec des joints. Ici, vous n'avez pas ça. L'eau qui arrive, souvent vous avez des algues avec les rayons. Souvent, quand c'est pompé, vous n'avez pas une pureté. Il faut carrément un filtre en amont pour filtrer cette eau. Sinon, on aura des problèmes au niveau de nos goûteurs. Ok? Donc, le filtre ici, c'est un filtre à tamis. Si vous êtes en basse pression, vous utilisez des filtres à tamis. Il y a d'autres filtres, les filtres à bracelet. Les filtres à bracelet, c'est quand vous avez une bonne pression. Si vous êtes en basse pression, vous utilisez des filtres à bracelet, l'eau sera retenue. Donc le tamis, comme ça, comme on l'indique, vous avez un filtre à l'intérieur, et ça c'est le filtre. Ça c'est la purge. Bougez un peu, s'il n'y a pas de pression. Attention. Donc ça veut dire, attends, bougez, vous dégagez. Donc ça veut dire que si vous voulez nettoyer sans ouvrir le filtre, donc vous avez la pression et puis ça nettoie. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle le purge. Donc vous purgez. Pardon, prenez-moi ça. Maintenant, périodiquement. Excusez-moi. Donc périodiquement, il faut nettoyer le filtre. Et pour cela, vous avez deux vannes. Ça, ces vannes-là, ça alimente ce secteur. Ça, c'est ce qu'on appelle les vannes sectorielles. Je ferme ici pour que l'eau n'arrive plus. Ok? Donc, je n'alimente plus. Mais ici, il me faut également la vanne. Ça, ce qu'on appelle, c'est la vanne de contrôle. Si je ne ferme pas, l'eau va arriver. Mais quand je ferme cette vanne-là, l'eau n'arrive plus. Et je peux maintenant nettoyer mon filtre. Donc, vous faites ça, vous nettoyez, vous enlevez, avec une brosse, vous nettoyez carrément, vous ouvrez jusqu'à ce que l'eau soit claire. Vous avez vu, ça c'est le joint. C'est bon? Quand l'eau est claire maintenant, on peut fermer. Vous fermez, vous remettez le filtre à sa place et après avoir nettoyé, donc vous avez le joint. Voilà. C'est bon. Souvent le problème des gouttes à gouttes, souvent les gens les décrient, ça dépend de ça. Vous ne pouvez pas installer un goutte à goutte sans une tête de contrôle, sans filtre. Vous allez boucher les gouteurs, les gaines, les gouteurs. Et si vous le faites également, il faut purger régulièrement les fins de ligne. Ça veut dire quand je mets le réseau en marche, je nettoie d'abord le filtre, je nettoie le porte-rampe. Il y a des bouchons de fin de porte-rampe. Vous purgez les saletés, vous les mettez sous pression, vous allez au niveau des fins de ligne. Vous purgez. Une fois que vous évacuez maintenant l'ensemble des saletés, vous mettez maintenant votre réseau sous pression. Avec le Malade-Falfa, vous pouvez avoir 50 tonnes à l'hectare. Avec le Panicum, vous avez 30 tonnes à l'hectare. Donc si vous avez 1 hectare de Malade-Falfa avec 50 tonnes, vous pouvez alimenter 10 à 15 vaches. Non, 15 à 20. Avec le Panicum, vous faites la règle de 3, vous avez 30 tonnes. Vous pouvez alimenter 10 vaches. Hein? Par fauchage. 4 fois dans l'année, c'est 200 tonnes. C'est 200 tonnes. Vous faites 4 fauches dans l'année. Ceux qui connaissent Tivaouane, comment dire encore, avant d'arriver à Tivaouane, j'oublie ce village, il y a quelqu'un qui faisait le Panicum. Il avait 1 hectare partité en 4. Et chaque fauche, c'était 750 000 par mois. Chaque mois, il fauchait une parcelle. Il y avait des preneurs. Donc lui, il a un salaire de 750 000 francs par mois. Sur 1 hectare. Donc 1 hectare, 4 fois, chaque mois il fauche une parcelle, il a 750 000 francs, sans frais.
L'autre, c'est quelqu'un qui a 750 000 francs de salaire. C'est un salaire. Hein? Vous avez ça pendant 5 ans, vous renouvelez la parcelle, vous avez au bas prix, si vous avez 1 hectare, vous pouvez avoir ça. Ça veut dire que c'est un quart d'hectare qui est vendu à 750 000. Si vous vendez un demi-hectare par pied, vous avez 1 500 000 par mois de salaire. Nous, les professeurs, on touche à peine. Avec combien d'années d'études? Ça veut dire que ça soit ce que je dis aux étudiants, un étudiant qui a la chance d'avoir la finalité d'une formation, c'est un métier. La finalité de toute formation, c'est un métier. Vous avez un métier, vous avez de quoi vous nourrir honnêtement. Vous pouvez être aussi riche, vous pouvez être milliardaire, comme vous pouvez être aussi pauvre qu'un rat d'église, un technicien. S'il met en valeur toutes ses connaissances, il est riche. Ne me demandez pas si je suis riche, je ne suis pas riche. Mais je suis riche intellectuellement. Ok? Parce que je sais qu'au moins, avec mon savoir, j'assiste les gens, je les mets sur la pente et ces gens la réussissent. Et quand ils réussissent, c'est comme si j'ai réussi. Donc là, j'avais quelques lignes de Panicum, on les a mis ici. Donc avec ça, c'était pour diversifier. C'était également pour comme encore, matérialiser les lignes de démarcation au niveau des 2 parcelles. C'est bon? Regardez, et pourtant, quand vous regardez ce truc-là, vous avez l'impression que si vous dites que ça c'est une alimentation pour les animaux, les gens vont vous poser la question comment ils vont manger. Ça c'est la petite machine qui transforme. Bon, normalement on doit mettre une bâche. On doit mettre une bâche, voilà. Bon, on ne l'a pas estimé parce qu'on a 2 bâches seulement. Mais on a commandé une autre machine. Ce n'est pas encore lignifié, vous le coupez à ce stade-là. Regardez bien. Après, d'où est le mobile, ma folle? Tous les pays que j'ai eu à visiter, ce n'est pas les étrangers qui viennent développer ces pays. Mais c'est leur pays, c'est leurs fils qui s'engagent avec détermination, avec fermeté, avec une vision calée sur des objectifs réalistes et réalisables qui ont développé leur pays. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte à ne pas donner l'argent comme votre priorité. L'argent n'est pas une finalité, c'est un moyen qui vous permet d'échanger et d'acquérir des choses. L'essentiel des choses, à votre âge, c'est d'avoir le maximum possible de connaissances. Mais comme Cheikh Ahmed Bam il l'a dit, même si vous maîtrisez tous les livres du monde dans votre domaine, sans la politesse légale, sans l'éthique et la déontologie, vous n'irez nulle part. Et nous voyons que ce monde actuel, les gens sont obsédés de matériel. Certes, c'est bon. De l'argent, certes, c'est bon. Mais vertu n'occupe même pas la 10e place en eux. C'est pas bon. Nous avons confiance en vous. Et là, vous verrez que l'État du Sénégal, avec tous les moyens dont il dispose, pouvait développer ce genre de culture dans toutes les localités du Sénégal. Ce n'est pas chimérique, c'est un puits qui me coûte 400 000. Les panneaux solaires coûtent 40 000 par panneau. 4 panneaux, c'est combien? 160 000. Une pompe coûte 80 000. Ça fait combien?
240 000. Le système d'irrigation, si c'est par goutte à goutte, le rouleau coûte 60 000. Ce qui veut dire que ce n'est pas des projets chimériques, c'est des projets qui sont à notre portée. Et je voudrais que, à la sortie de votre promotion, essayez de vous organiser en GIE, en organisation. Et il faut surtout éviter la maladie des jeunes techniciens. La majeure partie des jeunes techniciens, jusqu'à 45 ans, ils ne réussissent pas, parce qu'ils sont pressés. De lait avec des vaches qui sont capables de produire une quantité satisfaisante de lait. Je vous avais dit que nos vaches locales qu'on a ici ne sont pas des productrices de lait. Parce que la race Gobra qu'on a nous donne 1,5 litre de lait par jour. Ça, c'est pas important. C'est pas beaucoup de lait. Donc, qu'est-ce que la politique de l'État, c'est quoi? C'est de faire venir, vous avez vu, ces races exotiques. On les appelle exotiques. Pourquoi? Parce qu'on les a importées. Ce n'est pas des races qui sont des races locales, non. Donc vous avez ici plusieurs races qui nous viennent de la France. Ok. Je commence par les races françaises. Vous avez une race qui est devant vous ici, qu'on appelle la Montbéliarde. La vache Montbéliarde, la race Montbéliarde. Donc sa caractéristique c'est quoi? Vous la voyez, vous la reconnaissez tout de suite. Elle a une robe, ça veut dire une couleur de la peau qui est blanche, mais avec des taches marron. Est-ce que vous voyez? Ok. On la voit là-bas. Est-ce que vous voyez ça là-bas? Oui. Ah? Et celle qui vient là, c'est la même race. Et le veau, vous avez vu les petits qui sont là-bas? Il y a des petits aussi qui sont de la même race. Donc cette race nous vient d'une région de la France, ok, où elle est capable de produire une quantité de lait qui est environ égale à, disons, c'est une bonne laitière, hein? C'est une race mixte en fait, c'est une race qui nous produit du lait et qui peut produire aussi de la viande. Vous avez vu comment elle est assez aussi bien conformée, quoi, je veux dire. Donc race mixte. Donc elle produit elle est dans les 8500 kilos de lait pendant la lactation, pendant la durée de sa lactation. Donc ça veut dire que en termes de litres, on peut transférer en termes de litres 8500 litres de lait. Vous voyez. Donc ça c'est important pour une vache qui est capable de te donner en moyenne. Bon, si tu la mets ici au Sénégal, elle ne peut pas faire les mêmes performances que si elle est en France. Parce que vous avez vu, les conditions atmosphériques ne sont pas les mêmes. Il y a l'environnement et il y a l'alimentation. Vous avez vu, là, vous avez vu la paille qu'ils ont. Une paille sèche qui a été récupérée dans la brousse. Cette paille-là n'a pas d'apport nutritif. Contrairement au maralfalfa et au panicum qu'on vient de voir, qui est vraiment l'aliment idéal pour produire le lait pour ces animaux-là. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est une vache qui est assez docile, là. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, vous voyez. Elle n'est pas méchante, hein. Elle fait pas
Elle est douce. Voilà, elle est douce. Elle n'est pas méchante. Et vous avez vu sa conformation quand même. Elle est assez haute sur ses pattes. D'accord? Et vous avez vu que sa mamelle, vous avez vu la taille de la mamelle? Hein? Vous avez vu la taille de la mamelle? D'accord? Donc pour dire que c'est une vache vraiment qui a été sélectionnée pour la production de lait. Et elle a aussi un lait de bonne qualité qui peut être transformé en d'autres sous-produits. Autrement dit, son lait est un peu plus concentré, donc un peu plus riche en matière grasse. Et vous avez ici, regardez l'autre qui est là, ça. Il y a une, vous avez vu l'autre là-bas au fond, hein? Et puis il y en a où encore, hein? Non, c'est différent. Non, c'est différent, c'est différent. Donc ces deux-là, est-ce que vous les voyez? C'est les races qu'on appelle normandes. La race normande. Donc ça vient de la Normandie. Vous voyez un peu la Normandie, c'est une région de la France. Elle aussi, elle est productrice de lait, vous avez vu? Mais aussi, elle produit beaucoup de viande aussi. Elle est mixte. C'est une race également mixte. Normande, la normande. Sa caractéristique, pour la reconnaître, vous avez vu, elle a une robe aussi blanche, mais tachetée, de couleur, des fois noire, mais brune. Est-ce que vous avez vu? Il y a un peu de couleur brune. Un peu du marron, quoi. Mais noir, tacheté. D'accord? Donc on la reconnaît comme ça, elle est caractéristique, elle aussi. Bon, les Peuls, quand ils voient cette vache-là, ils la caractérisent, ils disent que ça ressemble... Bouki Lenkewe, Bouki. Les Peuls. Voilà, Bouki Lenkewe. Parce que si tu le regardes, ça ressemble à un lien. De loin, quoi. De loin, avec les taches. Voilà, donc, souvent, c'est mais elle produit beaucoup de lait quand même. Donc, elle produit plus que ça. Elle produit plus que celle-là. Ça, c'est vers les 7500. Elle va aller vers les 8000. 8000 et quelques. Donc, elle est beaucoup plus productrice de lait que celle-là. Et puis aussi, c'est une race aussi, si en tout cas, elle n'arrive plus à produire du lait, tu peux l'engraisser et la vendre puisque ça peut développer aussi beaucoup de viande. D'accord? Ensuite, vous avez celle-là, regardez ça. Ça maintenant, c'est pie noir. Autant ça, c'est pie rouge, on la nomme pie rouge, hein, mais ça, on l'appelle la vache pie noire. Ça veut dire que la couleur est blanche, mais avec des taches noires. Donc c'est la Holstein ou la prime Holstein, celle-là. Donc elle produit plus que les deux là, celle-là. Est-ce que vous avez vu sa taille? Holstein, comme vous l'entendez, H-O-S-T-E-I-N, Holstein, ok? Ou la prime Holstein, qui vient de la France. Donc c'est une race qui est aussi laitière, mais qui produit beaucoup plus que les deux que je viens de présenter là. Elle peut aller jusqu'à 9000. Elle produit beaucoup plus de lait. Mais autant elle produit plus, son lait aussi est moins riche et moins concentré. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les autres races là ont un lait beaucoup plus crémeux que celle-là. Celle-là va donner du lait qui est plus ou moins... Voilà. Il y a de la matière grasse, mais le taux de matière grasse est beaucoup plus important pour celle-là. Ensuite, il nous reste, regardez, celle qui nous montre le derrière là. Ça dépasse toutes les trois que je viens de présenter. On l'appelle la brune des Alpes. La brune des Alpes, ça s'appelle, celle-là. Brune des Alpes, les Alpes. Les Alpes, c'est les montagnes, je vous rappelle, non? Brune, vous avez vu la couleur? Brune des Alpes, on l'appelle. Elle produit beaucoup plus que toutes ces autres races-là, en matière de lait. Elle les domine. Elle les domine. Elle est plus chère, hein? Elle coûte excessivement cher. Hein? La brune des Alpes. Hein? Non, elle vient de la France. Ouais. Ça vient de la France. Voilà, okay. Donc il est en train de faire l'opération de désinfection, de nettoyage et de désinfection de la mamelle. Pourquoi? Parce que vous savez que l'animal se couche là-bas, l'air de repos, c'est sale. L'animal se couche sur ces saletés-là. Il y a les défections, il y a les urines, il y a tout. Donc comme il y a des microbes, vous avez vu, il est en train de nettoyer proprement la mamelle, vous avez vu, avec un chiffon, avec un désinfectant. D'accord? Maintenant, lorsque c'est bien nettoyé, propre, ok? Vous avez vu, il a ici, regardez, ici il y a de la bétadine. Tout le monde voit ce que c'est que la bétadine, qu'on vend en pharmacie. C'est un désinfectant aussi. Ça, vous avez vu, c'est la forme du tréon. Sur chaque tréon, il va pomper de la bétadine pour désinfecter aussi. Pour désinfecter, pour tuer les microbes.
Ça, il va le faire quand il va finir de tirer le lait. Vous avez vu? Il faut que le moyen tout de dès qu'il finit de tirer le lait, il va mettre de la bétadine pour éviter que des microbes ne puissent rentrer à l'intérieur. Hein? Non, sous pareil rat. Après, sur chaque tréau, il faut mettre un peu de bétadine parce que vous savez que quand tu tires le lait, tu fais une ouverture des cellules. Les cellules de la mamelle là sont ouvertes pour faire sortir le lait. Les microbes peuvent rentrer. Dans la définition du lait, on vous a dit que c'est le produit intégral de la traite totale et ininterrompue. Quand il commence, il ne va pas s'arrêter. Mais il s'arrête des fois. Oui, mais pas de long de moment, parce que c'est physiologique. Hein. Lui, il peut inhiber parce qu'il y a le réflexe inhibiteur. Si la vache inhibe, le lait ne va plus sortir. Il faut tirer. Et vous avez vu le filtre qui est là-bas. Il y a un filtre quand même qui permet de retenir parce qu'il y a des poils qui vont tomber.